Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur d'une grotte. C'est parti! La Creuse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'a rien à voir avec le département qui porte ce nom. C'est à Blamont, un petit village du Doubs, à 6 km de la Suisse, que commence notre récit. Nous sommes en novembre 1950. Ce jour-là, un groupe de 6 spéléologues, nancéens, s'apprête à partir en expédition. Il pleut. C'est le temps idéal pour la spéléologie car, quelle que soit la météo à l'air libre, sous terre, il fait toujours le même temps. À moins, bien entendu, qu'il ne s'agisse d'averses torrentielles qui grossissent les rivières souterraines et constituent un danger mortel. Mais là, rien de tel. Il s'agit simplement d'une petite pluie fine et désagréable qui donne envie de rester chez soi. Pourtant, avant de descendre, les 6 hommes vont demander des renseignements au médecin du village, le docteur Méret, qu'ils savent être spéléologue à ces heures et qui se joindra peut-être à eux. Ce dernier n'est guère encourageant dans ses commentaires. « Vous voulez explorer la grotte de la Creuse ? Ça ne présente aucune difficulté, mais c'est sans grand intérêt non plus. » Raoul Simonin, qui fait office de chef de l'expédition, a un sourire fataliste. « Dans ce cas, nous chercherons des cavernicoles. Un laboratoire de Nancy nous en a demandé. Les cavernicoles sont des petits insectes qui, comme leur nom l'indique, vivent dans les cavernes. » Le docteur Méret hoche la tête. « Oui, cela, il y en a. Et la Creuse, avec cette pluie, vous ne pensez pas qu'elle puisse représenter un danger ? Absolument pas. Ce n'est qu'un ruisselet. Même multiplié par 100, elle ne pourrait pas gêner la marche. D'ailleurs, comme je n'ai rien à faire, si vous le voulez bien, je viens avec vous. » Environ une demi-heure plus tard, ils sont 7 à s'engager dans un étroit boyau. En tête, le docteur Méret. Comme il l'avait dit, la Creuse qui coule à leurs pieds n'est qu'un mince filet d'eau. Elle n'arrive même pas à hauteur de leurs chevilles. Comme il l'avait dit aussi, la grotte n'offre aucune salle intéressante. Et les 6 nancéens, après avoir ramassé plusieurs cavernicoles, décident de faire demi-tour. Ils s'engagent dans le tunnel qui conduit à la sortie. Le docteur Méret se retrouve alors en dernière position. Et il entend Raoul Simonin qui, lui, se trouve en tête faire une remarque. « J'ai l'impression que l'eau monte. » Et c'est vrai qu'elle monte, très rapidement même. Le docteur n'y comprend rien. Mais ce n'est pas le moment de chercher à comprendre. Le groupe accélère la marche. C'est alors que le docteur s'arrête. Ses souliers sont défaits. Il doit absolument les relasser, malgré la perte de temps que cela représente, car il n'est pas question de continuer dans ces conditions. Mais il a du mal à faire les nœuds dans le courant, qui devient de plus en plus violent. Lorsqu'il y est enfin parvenu, il redresse la tête et c'est pour constater que les autres ont disparu. Ils sont quelque part dans le boyau devant lui, mais on ne les voit plus. Le docteur Méret hésite. Que faire ? Les suivre ? Cela semble logique, mais la sortie est encore loin, à 70 mètres environ, et à présent, l'eau touche presque le haut du boyau. Le docteur estime au contraire que sa meilleure chance de salut est de revenir sur ses pas, là où la grotte est plus élevée. Il va attendre que la Creuse, dont la crue est totalement incompréhensible, s'apaise, et il sortira à ce moment-là. Le voilà donc qui recule et après avoir parcouru une dizaine de mètres, il est de nouveau dans la salle principale, haute d'un peu plus de 2 mètres, là où ses compagnons ont pris leur cavernicole. Et il y retrouve un canot qu'ils avaient gonflé et qu'ils ont abandonné dans leur empressement à partir. Il s'y accroche et il attend. Il n'a rien d'autre à faire. La Creuse, toute boueuse, jaillit avec de plus en plus de force, prête à le refouler comme un fétu de paille. Il s'arc-boute à son canot, qu'il a fixé à une aspérité de la paroi. L'eau lui arrive tantôt au ventre, tantôt à la poitrine. Elle fait un tel vacarme qu'il a l'impression d'être sourd. Dans l'inaction forcée où il se trouve, le docteur Méret essaie pour la première fois de comprendre ce qui arrive. Sans se vanter, il est sans doute le meilleur connaisseur du sous-sol de la région. Et il est impossible que la Creuse, ce ruisselet inoffensif, soit à l'origine du phénomène qui est en train de se produire. Ce ne sont pas 2 jours de petite pluie qui ont pu la faire grossir ainsi. Et pourtant, l'eau dépasse le sommet du tunnel de sortie. Il est irrémédiablement prisonnier. L'eau semble aussi, par bonheur, s'être arrêtée de monter. Elle lui arrive toujours tantôt au ventre, tantôt à la poitrine. Il n'a pas le choix, il doit tenir coûte que coûte. C'est ce qu'il fait et les heures passent dans sa prison. Des heures dont il n'a pas une conscience précise, car il n'a pas de montre. Le docteur a alors une idée que, curieusement, il n'avait pas eue avant. Fouiller dans le canot, pour voir s'il ne contiendrait pas quelque chose.
Et miracle, il découvre une petite bouteille de rhum. Il s'interroge. Doit-il en boire maintenant pour lutter contre le froid qui commence à l'envahir? Il décide d'être raisonnable et d'attendre plus tard, quand il sera vraiment frigorifié. C'est un tort, car à ce moment, le courant se fait plus fort et une violente secousse fait tomber la bouteille du canot. Elle se perd dans les tourbillons boueux. En même temps, un puissant courant aspire ses chaussures qui disparaissent à leur tour. Il essaie de garder le moral. Sa situation n'est pas désespérée. S'il n'a pas de quoi manger, il a de quoi boire. Mais non, même pas. À peine a-t-il aspiré une gorgée d'eau qu'il est obligé de la recracher. Elle est totalement imbuvable. Il est tout aussi exposé à la soif que s'il était en plein désert. Alors, essayez de s'en sortir avant que le froid l'ait totalement paralysé. C'est d'autant plus envisageable qu'en promenant sa lampe dans la direction du tunnel de sortie, le docteur Méret a la nette impression que l'eau a baissé. Oui, il doit tenter sa chance. Il doit pouvoir s'en tirer. Il quitte son canot et s'élance en direction du boyau. Mais il est beaucoup plus fatigué qu'il ne le pensait. Il s'étale de tout son long. Sa lampe électrique, qu'il tenait à la main, est emportée par le courant. Il est à présent dans le noir total. À tâtons, il revient au canot et s'y accroche de nouveau. Maintenant, il n'y a plus de lumière. Le bruit de la Creuse est plus assourdissant encore. Pour la première fois, le docteur Méret se dit qu'il ne sortira pas vivant de cette aventure. Il se met à revivre toute son existence. Il pense à sa famille, ses enfants. Puis il décide d'écarter toute pensée sentimentale. Il concentre sa volonté sur un seul but, tenir coûte que coûte et aussi longtemps que cela pourra durer. Alors il chante, il compte. Parfois, il lui semble avoir entendu un appel des sauveteurs et il se met à crier pour dominer le bruit de l'eau. « Par ici, je suis là! Au secours !» Mais non, il n'y a personne. Ce ne sont que des hallucinations. Alors il se remet à compter et à chanter. 138, 139, 140. Il pleut, bergère. À l'extérieur, il est 20h. Le maire de Blamont, qui était au courant de l'expédition, a donné l'alerte. Il est arrivé sur les lieux avec les gendarmes et c'est pour découvrir un terrible spectacle. Le gouffre rejette un corps, puis un autre, que les sauveteurs n'arrivent pas à réanimer. Cette fois, chacun a compris que la situation est dramatique. On appelle des renforts. Des spéléologues des départements voisins arrivent. Mais ils s'arrêtent devant l'ouverture du boyau. La Creuse en jaillit avec une telle force qu'il est impossible d'y pénétrer. Il faut attendre. Cette attente que chacun pressent tragique va hélas justifier les appréhensions. Au matin, c'est le corps de Raoul Simonin qui est rejeté par la Creuse. Il y a maintenant énormément de monde à l'entrée de la grotte. Les préfets du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort en compagnie d'effectifs considérables de pompiers et de gendarmerie. Des spécialistes viennent d'arriver par avion de la capitale. L'eau baissant enfin, ils décident, malgré le danger que cela représente, de pénétrer dans la grotte. C'est la seule chance de trouver des survivants. Mais quelques heures plus tard, ils ne ramènent que 3 autres cadavres. Il manque encore un homme, le docteur Méret. Ce n'est qu'à 10h du soir, dans cette même journée du lendemain, après le début de l'expédition, qu'on parvient à le sortir de sa prison. Il est resté assis dans son canot, épuisé, les pieds nus, frigorifiés. À l'arrivée des sauveteurs, il ne pose qu'une question. Où sont les autres? On refuse de lui dire la vérité, vu son extrême état de faiblesse. Ils s'en sont sortis. En débouchant à l'extérieur, le docteur Méret découvre une foule considérable. Mais pas un seul des spéléologues. Il est pris d'un doute. Où sont-ils? On lui répond à nouveau. Ils sont sains et saufs, à l'hôpital. Il n'apprendra que le lendemain la mort de ses 6 camarades. Et il saura peu après la raison du drame. Il est d'autant plus affreux qu'aucune erreur n'a été commise. Si la Creuse est montée si vite, ce n'est pas à cause de la pluie, mais d'un éboulement plus bas qui l'a empêché de s'écouler. Éboulement qui est parti de lui-même tout de suite après le sauvetage et qui n'aura duré que le temps de tuer 6 hommes. Le plus grave accident de spéléologie n'a pas été dû à l'imprudence, mais à la fatalité. Comme si, par ce caprice imprévisible, la nature avait voulu rappeler aux hommes que c'était elle la plus forte. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Le docteur Méret avait raison, il n'y avait pas de danger. Mais le hasard et la fatalité aura décidé de prendre des vies. Et hélas, la nature est toujours la plus forte. À bientôt les petits angoissés.